ses enquêtes sur la gestion du terrorisme au Bénin, l'envoyé spécial des Nations Unies a qualifié de positive l'approche adoptée par le Bénin pour lutter contre ce fléau. Néanmoins, il affirme que cette approche est biaisée par rapport aux principes énoncés aux plans internationaux. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbechi, face aux questions d'actualité, conteste ces conclusions du veilleur des droits de l'homme au Bénin. Il y a un droit positif au Bénin qui définit la notion de terrorisme. Et je suis convaincu qu'aucun tribunal, encore moins la CRIET, qui en a la pleine responsabilité, ne s'aventurerait à qualifier des faits de terroristes alors qu'ils ne le seraient pas, à partir du moment où la nomenclature est connue dans la loi. Donc il y a un cadre légal qui encadre cela. Et à partir de ce moment, ce n'est pas laissé à la libre appréciation des acteurs judiciaires. Et je pense que on peut ne pas être d'accord avec l'approche de l'envoyé spécial des Nations Unies là-dessus, dès lors que c'est encadré par la loi et que les tribunaux ne font rien en dehors du cadre légal. Il poursuit en défendant l'approche du Bénin pour protéger les populations et l'intégrité du territoire. Notre État a pris conscience de ce que les zones frontalières sont partie intégrante de notre territoire et que les Béninois qui y vivent ne sont pas des Béninois entièrement à part, mais doivent être considérés comme entièrement Béninois. Et à partir de ce moment-là, la politique de développement des infrastructures pour que les services sociaux de base se rapprochent de plus en plus de nos concitoyens, que ce soit les écoles, les centres de santé, les marchés, l'eau potable, l'électricité, tout cela se fait aujourd'hui et s'amplifie. Parce que nous voulons que partout sur le territoire national, la politique de développement produise des effets au profit de nos concitoyens. Donc à partir de ce moment-là, nous estimons que oui, il faut parler de sécurité, mais il faut aussi parler de développement, donc apporter tout ce que je viens d'énumérer comme services sociaux de base, prestations de l'État au profit des populations. Et c'est ça que voudrait l'approche holistique de la question. Sur la question des bavures policières, il a salué la réaction immédiate du gouvernement. Selon lui, il est anormal de croire que la police républicaine ne respecte pas ses valeurs à cause des déviances de quelques-uns. Nous ne voulons pas que le travail de la police républicaine, qui de plus en plus est apprécié par nos populations, qui constatent qu'elles ont une police qui est à leur service, il ne faudrait pas que les déviances ou les impairs de quelques-uns entachent la crédibilité de l'ensemble. C'est pour cette raison que le gouvernement a instruit le ministre de l'Intérieur qui a fait ce qu'il a fait, comme déclaration vous avez vu, pour que les agents sachent que dans l'exercice de leur mission, ils doivent être encore plus professionnels, encore plus attentifs pour respecter les droits des citoyens et leur délivrer les meilleurs services attendus. En abordant la question relative au rejet des partis de la mouvance UPR et BR de s'associer au cadre de concertation de l'opposition pour l'audit du fichier électoral, il affirme que le gouvernement est toujours prêt à accompagner l'opposition dans cette perspective jusqu'au bout. Ce n'est pas parce qu'un parti qui soutient le pouvoir dit « je ne me sens pas concerné par ce sujet » que le gouvernement va tirer prétexte de cela pour dire « je n'accompagne plus ceux qui ont demandé à le faire ». Donc le gouvernement, je vous réitère, la disponibilité du gouvernement et le chef de l'État a instruit formellement pour que, une fois qu'ils ont balisé le terrain avec le garde des Sceaux, les moyens qui doivent être mis à leur disposition soient mis à leur disposition. Ils veulent faire audit, le gouvernement est pour l'audit. Ils veulent de l'argent pour, le gouvernement mettra l'argent à leur disposition, à la seule condition de savoir que les personnes qui sont proposées comme experts en la matière sont de véritables experts et ont des états de service éprouvés. Lors du Conseil des ministres dernier, le gouvernement a décidé de la création d'une autorité de mise en consommation malgré l'existence d'organismes dans ce domaine. Pourquoi une telle initiative? Il apporte des clarifications. La sécurité sanitaire des aliments. Et l'ANM, c'est davantage les normes, la métrologie, s'assurer que le poids qui est affiché est bien celui-là, que la quantité à laquelle on a droit, c'est telle qui est servie. L'autorité de mise en consommation va un peu au-delà de cela. Et ça aussi, c'est une démarche plus globalisante pour faire en sorte que les produits qui sont proposés à la consommation, qu'ils soient d'origine, de fabrication nationale ou internationale, donc produits importés, soient conformes à ce que nous voulons,
et que nous ayons effectivement de conscience décider qu'on veut les avoir sur notre marché. Le porte-parole du gouvernement, pour finir, a opiné sur la construction de la cité financière dont le décret portant sa contractualisation a été déjà adopté. Pour le gouvernement de la rupture, cela participe à la modernisation du pays. Techniquement, il s'agit de la requalification urbaine de nos lieux qui contribue à la délimitation des secteurs, a-t-il affirmé. Le Bénin n'est pas resté en marge de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre le sida. Ce dimanche 1er décembre 2024, plusieurs acteurs impliqués dans cette lutte se sont mobilisés pour discuter du droit des personnes atteintes de cette maladie. Dans ce sens, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpating, ayant présidé la manifestation, a souligné les défis à relever dans la lutte contre le sida au Bénin, après avoir salué les efforts du gouvernement dans le secteur de la santé. Je voudrais mettre un accent sur vraiment l'engagement du président de la République, le président Patrice Talon, pour les droits des femmes et des filles, comme c'est écrit juste derrière nous. Tout à l'heure, la coordonnatrice présidente du système des Nations Unies a salué les efforts du Bénin. On n'a jamais connu une avancée aussi notable en matière de protection des droits de santé des femmes et des filles. Je voudrais ensemble que nous puissions saluer et encourager et œuvrer pour cela. Comme défi, il y a également le faible niveau de dépistage des enfants. Seulement 40% des enfants connaissent leur statut sérologique. Il y a également le défi de la nécessité de réaliser systématiquement le dépistage précoce sur les enfants exposés dans le délai de 2 mois après la naissance. Ce taux actuellement à 84% doit être obligatoirement amélioré pour atteindre 100%. Dans cette lutte, les efforts de tous sont nécessaires, qu'il s'agisse des autorités politiques et religieuses, qu'il s'agisse des travailleurs de santé, des enseignants, des organisations communautaires. Nous sommes tous appelés à contribuer à cette lutte à l'échelle individuelle par nos comportements, par la sensibilisation auprès de nos proches et par des actions de masse. Ensemble, nous pouvons bâtir un environnement plus inclusif et plus respectueux des droits de chacun, un environnement où chacun se sent libre de recourir aux soins de santé dont il a besoin sans crainte de rejet ou de jugement. L'ambassadeur des États-Unis près le Bénin a rappelé les avancées menées par le gouvernement depuis son partenariat avec l'ONU-SIDA. L'une des plus grandes réussites a été l'adoption des meilleures pratiques du PEPFAR par le Programme national de lutte contre le VIH, qui a joué un rôle crucial dans l'amélioration des résultats pour les personnes vivant avec le VIH au Bénin. Outre le PEPFAR, le programme de prévention de VIH-Sida du département de la Défense des États-Unis, DHAP, joue également un rôle important au Bénin en renforçant la capacité des services de santé de l'armée béninoise à prévenir et à gérer le VIH. La coordinatrice du système des Nations Unies, quant à elle, a rappelé l'importance du choix du thème de cette 38e édition de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, qui est « Suivons le chemin des droits ». Les progrès substantiels réalisés dans la lutte contre le VIH sont directement liés aux progrès réalisés dans la protection des droits humains. À leur tour, les progrès réalisés dans le cadre de la lutte contre le VIH ont galvanisé des progrès plus larges dans la réalisation du droit à la santé et pour le renforcement des systèmes de santé. D'où le thème de la présente édition, « Suivons le chemin des droits ». Ainsi, pour mettre fin au sida, nous devons atteindre et impliquer toutes les personnes qui vivent avec le VIH, comme celles qui sont exposées au risque d'infection, notamment les personnes les plus vulnérables et marginalisées. À cette occasion, le représentant des jeunes vivant avec le VIH-Sida a invité tous les citoyens et autorités à combattre ensemble la stigmatisation des personnes vivant avec cette maladie. Sous le thème suivant le chemin des droits, nous réaffirmons aujourd'hui notre conviction que chaque jeune vivant avec le VIH mérite le droit à la santé sans discrimination, le droit à l'éducation pour qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel, le droit à une vie digne avec le soutien de leur famille et de leur communauté.
En cette journée, j'appelle à une mobilisation renforcée aux décideurs politiques. Veillons à ce que les lois, ces politiques respectent et protègent les droits des jeunes vivant avec le VIH. Aux professionnels de santé, continuons d'améliorer la qualité des services en mettant un accent sur l'empathie et le respect. La célébration de la 38e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida au Bénin s'est achevée par une visite guidée des stands de dépistage du VIH-Sida. Ce budget pour le compte de 2025 s'estime à 216 milliards 186 millions et 967 000 poussières de francs CFA contre 177 milliards 892 millions 942 000 francs en 2024, ce qui porte une hausse de 21,53% en termes de taux. Le budget 2025 porte sur toutes les composantes du sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Quand je parle de composantes, je parle de tout ce qui est lié à l'accès, à l'équité, à la rétention. Je parle de tout ce qui est lié à la qualité de l'enseignement et au soutien du système. De façon particulière, lorsque vous prenez l'augmentation substantielle que l'État va accorder au sous-secteur cette année, porte essentiellement sur, d'abord, dans un premier temps, les dépenses du personnel. Et dans les dépenses du personnel, vous avez de façon particulière, en 2025, tout ce qui est lié aux aspirants au métier d'enseignant, notamment par rapport à leur reversement. Donc je peux parler, après les dépenses du personnel, tout ce qui est lié aux achats de biens et services. Là également, quand je vais directement aux services, vous comprenez que dans les services, nous avons également le besoin de combler les déficits en enseignants chaque année. Donc là, le déploiement des AME passera certainement des départs à la retraite. Nous avons déjà fait les estimations. Donc on a déjà prévu également qu'il y ait du recrutement d'AME. Le programme national d'alimentation scolaire intégré y trouve son compte. Alors, il y a une évolution, je dirais, drastique à ce niveau-là. Les députés ont été très attentifs à ce qui est alloué au ministère en termes de ressources financières et on estimait même que le ministère a des ambitions plus grandes et que s'il était possible de faire des efforts complémentaires pour que le budget du ministère puisse être doublé, il le ferait. Mais cependant, ils ont donné des conseils par rapport à ce que nous puissions faire de ce qui est mis à notre disposition. Évidemment, il n'a pas manqué de questions. Les questions relatives au bon fonctionnement des cantines scolaires, les questions relatives à la situation des aspirants au métier d'enseignant. Cette année, le budget du ministère est à 190 milliards 885 millions 497 000 francs. Il est légèrement en deçà du budget de l'année 2024. Il faut retenir déjà qu'au niveau de l'enseignement secondaire général, ce que nous avons donc retenu en termes de construction des infrastructures scolaires, de mobilier donc pour les classes, en termes de formation des formateurs, en termes également de suivi de carrière, en termes de digitalisation, donc de gestion de tout le programme, tout cela est pris en compte par le budget. Au niveau de l'enseignement technique de la formation professionnelle, nous savons tous que la stratégie de l'enseignement de la formation technique et professionnelle est en train d'être mise en œuvre. Donc ce budget prend en compte la mise en place des nouveaux LTA, la mise en place des écoles de métiers et également les curricula de formation, leur rénovation, également la formation donc des formateurs qui est en cours, aussi bien au plan national que dans la sous-région. Nous avons été impressionnés par les questions des députés. Cela nous a donné une fois encore la preuve qu'ils s'intéressent à ce qui se fait dans le sous-secteur. Les députés se sont intéressés sur la question donc, des LTA, la question des enseignants AME et de façon plus globale, la question de la gestion des enseignants et de la qualité de la formation.
Renforcement des capacités des professionnels des médias sur les violences faites à l'égard des filles et des femmes. Cette initiative de l'Institut national de la femme, soutenue par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, entre dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. La ministre Véronique Toine-Fodé invite les journalistes à poursuivre les sensibilisations à travers les productions afin d'atteindre un large public. Je voudrais vous encourager à poursuivre la diffusion des informations précises et fiables sur les droits des filles et des femmes de façon générale et en particulier sur la loi du 20 décembre 2021, l'utilisation des différentes plateformes pour sensibiliser le public sur les enjeux de l'égalité des sexes et sur les conséquences désastreuses des violences faites aux filles et aux femmes, le relais des différentes ressources éducatives nécessaires pour aider les filles et les femmes à connaître leurs droits, ainsi que les voies de recours en cas de leur violation, notamment les liens vers l'Institut national de la femme. Huguette Bopeyankaja, présidente de l'INF, félicite les acteurs des médias pour leur engagement dans cette lutte. Depuis que l'Institut national de la femme a été créé et est entré dans sa phase opérationnelle, nous avons bénéficié de l'accompagnement des médias. Franchement, je voudrais le dire ici et vous rendre ce témoignage. Les interviews, les reportages, ça n'a vraiment pas manqué. Et c'est tout à votre honneur. 3 communications ont meublé cette formation pour attirer l'attention des journalistes sur leur mission d'informer la société et au sujet des fondements juridiques et sanctions des auteurs impliqués dans les VBG. À l'issue des travaux, quelques participants affirment être mieux outillés sur les différentes formes de violence envers les filles et les femmes. Au terme de cette formation-là, nous allons être des acteurs pour sensibiliser les femmes et les hommes qui actuellement ignorent qu'ils sont auteurs ou bien qui sont victimes de ces violences-là. Et ça va nous permettre d'unir nos efforts aux efforts déjà consentis par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour mettre fin aux violences basées sur le genre. La violence donc ici basée donc sur le genre est une réalité et qu'il faille informer la population surtout donc sur les conséquences fâcheuses que ces violences donc ici entraînent ou causent donc ici au quotidien. Les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, démarré le 25 novembre, prend fin le 10 décembre 2024. Riposter et se reconstruire après les violences est le thème retenu pour l'édition 2024 de cette campagne. Le chrétien face aux enjeux économiques. C'est le thème au cœur des débats de la soirée théologique de l'école d'initiation théologique et pastorale EITP ce samedi 30 novembre 2024. Cet événement a rassemblé plusieurs croyants et experts et a pour objectif de provoquer une réflexion approfondie sur la manière dont les chrétiens béninois peuvent concilier leur foi avec les défis économiques locaux tout en interrogeant leur rôle et leurs responsabilités dans la transformation des structures économiques et sociales du pays. Je pense que le pragmatisme qui constitue les doctrines économiques de ce temps, de ces jours et de notre pays aussi, est une idéologie qui est très limitée. Le pragmatisme, c'est-à-dire que c'est le résultat qui compte. Mais ce pragmatisme, il est soutenu par l'état d'esprit du peuple. Le peuple se contente de ce qu'on leur dit. C'est là où on a parlé de l'éducation et beaucoup sont revenus sur l'éducation. C'est la plus puissante arme, l'éducation. Et la résiliation est devenue un lot quotidien. Parce que c'est le partage avec les pauvres qui a conduit aux jeunes pauvres. Le père Nathanaël Tan a insisté sur la nécessité d'une éthique économique enracinée dans l'espérance chrétienne. Il a plaidé pour une économie guidée par la solidarité et le bien commun en invitant les chrétiens à s'interroger sur leur rôle dans la transformation des pratiques économiques locales. L'apport de l'Afrique dans l'économie, dans le commerce international, c'est moins de 5%. Les 5%, moins de 5%, c'est avec l'Afrique du Sud et le Nigeria qui sont de grands exportateurs. Mais par contre, entre nous, c'est moins de 2%
à cause des tracasseries douanières et des tracasseries de taxes. Il faudrait que nous arrivions à sauter ce verrou-là pour éviter, pour pouvoir créer une économie du marché. Cela nous permet aussi d'entrer dans le commerce international avec puissance. Car si nous y allons de façon individuelle, nous n'allons pas y arriver. Cette soirée théologique a ainsi offert une vision d'avenir en appelant à un engagement collectif pour bâtir une économie locale plus durable basée sur les valeurs de l'Évangile. Un modèle où foi et économie dialoguent au service d'un développement durable. L'ambassadeur des États-Unis au Bénin a procédé à la remise de divers matériels militaires aux forces armées béninoises. Une initiative qui a pour objectif d'accroître les capacités opérationnelles et de protection des forces de défense sur les différents champs de bataille. Ce don est composé de des véhicules, des équipements de protection individuelle et de communication d'une valeur de 6,6 millions de dollars américains, soit plus de 3,5 milliards de francs CFA. Il s'agit de 12 véhicules blindés de transport de troupes, de 280 plaques balistiques et de 35 radios tactiques. Cet équipement et la formation qui l'accompagnent contribueront grandement à protéger et à sauver la vie des troupes au combat, à améliorer les communications entre les unités déployées et à accroître la capacité des FAB à protéger les populations et les frontières du nord du Bénin et de l'ensemble du pays. Fortuné Alenoati, ministre délégué chargé de la Défense nationale, a salué cette action qui, selon lui, va beaucoup aider les militaires béninois dans leur mission de défense du territoire. Les États-Unis d'Amérique, grâce à la coopération, apportent un soutien précieux depuis plusieurs années aux forces armées béninoises dans sa mission de défense du territoire national. Ils contribuent donc au renforcement de nos capacités tactiques et techniques afin de pouvoir mieux faire face à la menace sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir encore une nouvelle session de matériel d'importance primordiale. Ces moyens, en plus d'accroître la mobilité et la réactivité de nos troupes sur le terrain, vont offrir plus de protection pendant les déplacements et ceci face au mode opératoire évolutif des groupes armés terroristes. Ces appuis, qu'ils sont matériels ou sous forme de formation, sont le témoignage de la solidité des relations qui lient nos deux nations. Les forces armées béninoises, grâce à vous, sont encore mieux équipées et mieux préparées pour faire face aux défis sécuritaires qui se posent à notre pays. Rappelons que ce don d'équipement intervient après ceux d'août et d'avril 2024. Ça y est, on est dans le mois des fêtes, donc chaque jour est une fête chez Canal+, et donc on a de très très belles offres en cette fin d'année. On a des offres pour les personnes qui ne seraient pas encore abonnées à Canal. Donc le décodeur HD est à 1000 francs CFA au lieu de 5000 francs CFA à partir de la formule Évasion. Donc on invite vraiment toutes celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés à rejoindre cette grande famille pour profiter de la programmation exceptionnelle qu'on vous réserve sur le mois de décembre. Et ensuite, bien sûr, pour nos abonnés, qu'ils soient actifs ou même inactifs, déjà, on les remercie pour leur fidélité. Et on leur a réservé également une offre inédite, puisqu'à partir du moment où ils se réabonnent à la même formule, ils bénéficient de 30 jours à tout canal. Donc la formule de 40 000 francs CFA. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est le moment. On a pu, au cours de cette conférence de presse, présenter toute la programmation extrêmement riche qu'il y aura sur nos antennes au mois de décembre, en passant par le sport, à la fiction, aux films d'action, aux blockbusters. Et attention, grande annonce, l'arrivée de la saga familiale béninoise, la première sur nos antennes, sur la chaîne A+ Bénin, à partir du 23 décembre. Donc, bien évidemment, on vous donnera beaucoup plus d'informations sur cette saga à venir qui va, je pense, enflammer nos maisons à travers les intrigues. Nous devons nous féliciter, nous députés, parce que c'est l'une des rares fois où un budget a été voté en très peu de temps. C'est l'occasion de féliciter le gouvernement, le ministre des Finances et puis la commission des lois. Nous avons assisté à une activité
activité budgétaire où le gouvernement nous a présenté tout ce qui est projeté pour 2025 et le constat est que le Bénin avance, notre pays se développe. J'ai voté avec admiration et détermination. Je l'ai fait parce que nous avons constaté beaucoup d'avancées dans les travaux. Donc ce budget, on ne doit que le voter. Je peux dire que ce gouvernement actuel a bien travaillé et on sent qu'il y a un changement au niveau du pays dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Et en apothéose, nous avons voté le budget. C'est vrai qu'il y a une partie de l'Assemblée qui n'a pas voté, mais ça n'a surpris personne. Malheureusement, nous travaillons tous ensemble, nous déblayons le champ ensemble, nous semons ensemble, mais j'ai l'impression qu'à la fin, certaines viennent saccager les récoltes. Cela dit, on a besoin de mettre à la disposition du gouvernement les moyens financiers pour continuer de répondre aux besoins de nos populations. Et c'est pour ça que c'est avec beaucoup de bonheur, de devoir et de plaisir que j'ai voté ce budget. Nous venons donc de procéder au vote de ce budget, donc le budget contre lequel mon groupe parlementaire a voté. Donc notre vote s'inscrit dans le cadre de ce que nous sommes dans une certaine logique au niveau du Parti des démocrates. Déjà l'année passée, il y avait eu un certain nombre d'amendements que nous avons eu à faire par rapport au budget exercice 2024. Il y a notamment la question des subventions sur les semences, il y a la question du reversement des AME et au titre de l'exercice 2025, un certain nombre de propositions d'amendements que nous avons fait qui n'ont pas reçu l'assentiment, n'est-ce pas, des membres du gouvernement. Et de ce point de vue, nous serons nous inscrits, n'est-ce pas, avec les membres du gouvernement par rapport à ce budget qui ne répond pas aux aspirations de notre parti, qui ne répond pas à la dynamique sociale dans laquelle le Parti des démocrates s'inscrit. Le budget, c'est l'expression financière de la politique du gouvernement. Ils ont estimé, eux, que c'est leur façon de marquer leur présence, c'est leur droit le plus absolu. Après tout ce que le régime est en train de faire en termes de réalisation, en termes de prouesse, que voulez-vous qu'ils fassent? Sinon, ils se laisseront totalement absorber. Mais puisqu'il faut qu'il y ait de l'opposition, même si elle n'occupe que la portion congrue, donc c'est leur façon à eux de vouloir exister. Et pourquoi pas, concédons-leur cette place-là. Mais les Béninois savent que c'est juste un vote de principe. Sinon, nous avons participé ensemble à la préparation du budget. Le vote était collectif. Maintenant, à la face du monde, ils veulent montrer qu'eux-mêmes, ils constituent une voix discordante. C'est dans l'ordre normal des choses, c'est de la démocratie. Chacun se manifeste, mais la majorité a voté pour et donc le pays continue sa marche. L'harmattan est au Sahara et en Afrique centrale et de l'Ouest. Un vent du nord-est très chaud le jour, plus froid la nuit, très sec et plus souvent chargé de poussière. Dans la partie septentrionale, l'harmattan débute à partir de novembre, une période très difficile à vivre pour les personnes âgées et les enfants. C'est un phénomène qui attaque beaucoup plus les enfants. Et il faut que nous, parents d'enfants, parents d'élèves, tout ça là, nous mettions en œuvre pour aider ces enfants à lutter contre ce fléau. C'est l'un des moments les plus difficiles de l'année, l'harmattan. Pour nous, les grands, ce n'est pas aussi difficile à gérer parce que les pullovers et autres. Et bien se couvrir, manger chaud. Mais nos petits bouts de chou, nos enfants qui vont surtout à l'école, les nouveau-nés, je crois que c'est le moment où les pédiatries sont les plus pleines. Cette période d'harmattan n'est pas sans conséquences au niveau des apprenants dans les écoles. La période d'harmattan, c'est une période où il y a le vent sec qui souffle. C'est un vent frais. Les matins, ça gêne les enfants. Donc, en période de l'harmattan, les enfants ne viennent pas vite à l'école, c'est-à-dire le retard est remarqué à cause de la fraîcheur. Et ceci, c'est en fonction de leur âge. Et quand on prend les élèves de CI, le retard est remarquable, mais dans les classes de CM1, CM2, avec la rigueur de l'enseignant, ils viennent un peu plus tôt que les enfants de CI, CP, C1, C2. Et pour pallier à cette période,
l'enseignant préconise. Les parents doivent les réveiller tôt, les habiller, leur porter des pilouverts pour que cette fraîcheur ne les embête pas. Sinon, c'est une période très favorable pour les maladies. Selon les climatologues, l'harmattan apporte des conditions climatiques désertiques. Il diminue l'humidité, dissipe la nébulosité, empêche la formation de pluie et crée parfois de gros nuages de poussière qui peuvent provoquer des tempêtes de sable ou de poussière. Le vent peut augmenter les risques d'incendie et causer de graves dégâts aux cultures. Dans le quartier de Ganré à Parakou, une initiative citoyenne remarquable a vu le jour, montrant la force de la solidarité et de l'engagement communautaire. Face aux défis liés à l'absence de voies praticables, les habitants ont choisi de ne pas attendre l'aide des autorités locales. Ensemble, ils se sont mobilisés, ont cotisé et travaillé main dans la main pour tracer une route qui facilite désormais leur quotidien. On a décidé de s'organiser. Alors on a essayé de créer des groupes WhatsApp. J'avoue même qu'il y a des gens que je ne connais pas moi et que je n'ai jamais vu et que je n'ai même pas vu jusqu'à aujourd'hui, mais on a lancé une souscription volontaire sans contrainte. La mairie n'a pas hésité à nous accompagner, qui n'a pas hésité à mettre à notre disposition au moins 5 à 6 voyages de bitume usagés pour fermer les trous les plus grands du quartier. On a ouvert pas moins de 7 quartiers, on ambitionne faire plus. Le soutien des autorités compétentes, notamment celui du maire de Parakou, a facilité la réalisation du projet en apportant une aide logistique et administrative. Par ailleurs, la contribution de certains habitants et d'autres acteurs extérieurs a été essentielle pour surmonter plusieurs défis et mener l'initiative à bien. Nous avons appelé le maire et le maire nous a octroyé 4 à 5 voyages de bitume qui ne sont plus utilisés. On a remarqué que ça peut renforcer la solidité de la route. On est allé négocier avec des entreprises qui ont accepté de nous mettre à disposition la niveleuse à un prix un peu plus abordable. En dehors des contributions financières, on a eu des contributions en nature. Dans le quartier, il y a des jeunes qui se sont dégagés comme volontaires, qui ont suivi, orienté les travaux pour superviser les allées et venues des bennes. En dehors de ça, on a même eu une personne qui a été garante, qui a donné à manger à ceux qui sont venus, donné de l'eau à boire. Certains habitants saluent l'amélioration de la voie, qui facilite désormais le déplacement. Toutefois, ils appellent les autorités compétentes à intervenir davantage. Chacun passe librement comme il veut par rapport aux trous et les escaliers un peu là. Bon, tout le monde est quand même content. Ce que nous voulons encore, nous voulons qu'on nous répare plus la voie, que ça soit plus joli que ça. Le prochain défi que nous avons dans le quartier, c'est de faire venir l'énergie dans le quartier avec le projet en cours du gouvernement Patrice Talon. Je crois que nous demandons à ce que cette énergie puisse aller venir dans le quartier pour permettre à ce que le quartier soit éclairé. Ils encouragent les habitants des autres quartiers à investir dans leurs propres projets plutôt que de compter uniquement sur l'aide des autorités. Très souvent, nous les citoyens, nous attendons à ce que la mairie fasse tout. C'est compréhensif, mais dans notre contexte, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi c'est important que nous, les populations, nous les citoyens, nous puissions jouer notre partition. Notre partition, c'est déjà d'entretenir les alentours de nos maisons pour que ce soit propre, d'éviter de ramasser du sable, parce que le ramasser du sable, ça dégrade la route, ça détruit la route. C'est important d'éviter aussi les pollutions de toute nature. Ganré, grâce à l'engagement de ses habitants, dispose désormais de voies praticables. Ce projet inspire d'autres quartiers à prendre des initiatives similaires pour améliorer le cadre de vie et favoriser le développement. Pour la prochaine phase, les citoyens sollicitent l'aide des autorités compétentes et de la mairie de Parakou afin de poursuivre l'amélioration des infrastructures. Le monde célèbre chaque 3 décembre la Journée internationale des personnes handicapées. Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable, c'est autour de ce thème que se célèbre l'édition 2024. Une célébration qui réjouit les concernés. Il faut la journée pour montrer
que les personnes handicapées ont la capacité qu'ils peuvent beaucoup faire, et c'est à travers cette fête que les gens peuvent voir, nous, en tant que personnes handicapées, notre qualité. Cette journée vient pour montrer en réalité que ces personnes-là ont des potentialités. Par cette journée, les gens peuvent comprendre que aussi l'handicapé, ce n'est pas une fatalité. Par la célébration de cette journée, et la population comprend que, au fait, nous ne sommes pas des gens qui sommes des écueils pour la population, mais nous sommes des gens aussi qui avons besoin d'être célébrés. La cohésion sociale avec les autres personnes n'est souvent pas facile dans leurs entourages. Les personnes handicapées sont souvent considérées comme les fétiches, parfois discriminées un peu partout. Quand on arrive souvent, bon, ils ne comprennent pas que, en fait, nous sommes des personnes comme eux, mais c'est à nous de les convaincre que nous sommes aussi des gens. C'est à nous de les convaincre par notre manière de faire nos réalisations, de les convaincre que nous sommes aussi des gens égaux comme eux. Et pourtant, vivre avec cette catégorie sociale est simple. Il suffit de reconnaître l'existence de la personne handicapée comme une personne humaine ayant des droits qu'il faut respecter. Il suffit de reconnaître tout le potentiel que Dieu a placé en chacun de nous. Il suffit de reconnaître également que nous vivons dans un monde qui appelle à la justice sociale et à l'équité. Des mesures exceptionnelles sont prises en faveur des personnes handicapées afin de faciliter leur inclusion sociale. Dans notre pays, en 2017 déjà, il y a une loi qui a été votée. Et la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Et en 2023, il y a eu les décrets d'application qui ont mis l'accent sur un certain nombre d'aspects afin que les personnes handicapées se sentent vraiment membres de leur communauté, une communauté qui les accepte et qui travaille effectivement avec elles. Il y a des aspects par rapport à l'éducation, par exemple, où lorsque vous êtes personne handicapée, l'État accompagne les enfants handicapés, qu'il s'agisse au niveau scolaire ou bien à l'université. S'appuyant sur de nombreuses décennies de travail des Nations Unies dans le domaine du handicap, la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée en 2006 a fait progresser les droits et le bien-être des personnes handicapées. La mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et d'autres cadres de développement internationaux ont tous pour objectif ultime la transformation de la société vers une société durable et résiliente pour tous. Ces bavures policières, moi je les ai dénoncées déjà en tant que secrétaire général de la COSI quand j'étais là, parce que il n'y a pas longtemps, ça ne fait pas 8 mois, 9 mois, il y avait aussi, on poursuivait les gens parce que pour les plaques d'immatriculation. Ceux qui n'ont pas leur plaque d'immatriculation, ceux qui n'ont pas le casque, on les persécute, on les poursuit jusqu'à... Mais oui, c'est vrai, il y a des textes qui disent qu'il faut porter des casques. Oui, et nous sommes d'accord que c'est pour la sécurité de ceux-là qu'on dit qu'il faut porter les casques. Mais maintenant, les forces de sécurité, certains, heureusement que ce n'est pas tout le monde. Il y a des policiers qui font leur travail avec professionnalisme. Mais il y en a qui sont des forces d'insécurité. Des gens qui ont transformé les forces de sécurité en forces d'insécurité. Il y a des abus chez certains. Et c'est les abus qui ont conduit à tout ce que vous savez, il y a eu des morts, des choses vraiment qui ne sont pas normales. Et ceux qui sont chargés de la sécurité de la population ne doit pas en avoir peur. Mais ils deviennent des loups dans la bergerie, dans la communauté. Ce n'est pas bon. Donc vraiment, il faut dénoncer ça de façon véhémente
Et le ministre doit prendre, il a dit, donner les instructions fermes. Je crois qu'il va suivre jusqu'au bout. Et le ministre, le directeur, le DGPN aussi a dit, c'est un peu, je crois, des responsables. Les engagements sont pris. On a dit aux gens ce qu'il faut faire. C'est une bonne sortie. Il faut siffler la fin de cette mauvaise récréation où les gens font ce qu'ils veulent. Ils traquent les émigrants, les paisibles populations, les gens les traquent. Comment on peut prendre le portable? Vous avez quel droit? Quel est le test qui vous dit de prendre le portable? D'arracher les portables. Et pour ça, on persécute, on court, on peut avoir arrêté pour prendre des portables. Mais sur la voie où vous avez votre travail n'est pas d'aller chercher les portables des gens. Noël Chadaré, figure majeure du syndicalisme au Bénin, rejoint le parti politique Union progressiste Le Renouveau, marquant ainsi sa transition vers la politique. Ce choix, qui divise l'opinion, fait l'objet de nombreuses discussions, certains y voyant une évolution naturelle, d'autres une rupture avec les valeurs du syndicalisme. Invité de l'entretien dimanche, c'est politique, il explique vouloir élargir son action pour contribuer directement à la gouvernance du pays, au-delà des revendications syndicales. Pour lui, la politique représente un levier stratégique pour défendre les intérêts des citoyens à une échelle plus large. Le combat syndical, je l'ai mené et je n'ai pas trahi les travailleurs. Je suis resté en phase avec eux jusqu'à la fin, avec tous les risques. Maintenant, je suis dans l'action politique. Et dans l'action politique, même s'ils n'ont pas compris, ils doivent juste comprendre que aller là où je veux continuer ce qui a été fait, n'est-ce pas? Et ce que j'ai fait, ce que j'ai su faire dans les combats. Et ils peuvent apprécier les combats que nous avons menés. Là-bas, il n'y a pas de combat, mais on peut influencer pour que les choses changent. On est plus proche des pouvoirs de décision. Et là, il y a des choses qu'on peut faire, donner des idées, faire des propositions pour que le social soit pris en compte, que les travailleurs, les paysans, le monde rural qui vit, qui souffre. Il rappelle que dans une démocratie, chaque individu est libre de faire ses propres choix et que ses décisions ne doivent pas forcément entraîner des réactions excessives ou des contestations. Selon lui, même si des débats peuvent émerger, il est crucial de respecter ses choix personnels sans céder au jugement hâtif. Si vous voulez aller, vous êtes libre de choisir d'aller à X parti. Moi, je peux aller à Y parti. Et vous ne pouvez pas me faire un procès en sorcellerie, un procès d'intention. Pour dire non, on comprend, mais il faut à un moment donné se dire, mais bon, il a déjà fait sa mission, il a reçu sa mission. Et il est allé ailleurs. Jugeons-le à l'œuvre. Il demande de faire ce qu'il veut, d'avoir le même point de vue que, mais comme il est allé, il doit aller dans l'opposition. Si j'avais choisi l'opposition, il n'y aurait pas eu ces réactions. Noël Chadaré rassure qu'il mettra tout en œuvre pour être à la hauteur des attentes. Il s'engage à travailler sans relâche pour répondre aux espoirs placés en lui, tout en luttant activement contre la pauvreté. Il y a encore du travail pour nous, pour que les Béninois, n'est-ce pas, vivent mieux. Et que dans tout le monde, qu'il y ait un peu plus de justice sociale, que les inégalités sociales, vraiment que nous constatons, et ces inégalités sociales-là, qu'elles soient réduites, qu'il y ait beaucoup plus de justice, et que ce que nous créons comme richesse, la richesse-là soit distributive, et que tout le monde en profite. C'est ça. Tant que ces souffrances, ces misères, la pauvreté, l'Union progressiste de Renouveau est dans un combat contre la pauvreté aussi. Donc on doit pouvoir le faire ensemble. Et moi, je pourrais dire un peu quelles sont les propositions qu'on pourra faire. Je tiendrai compte des inquiétudes et je ferai des fautes de telle manière que ils disent après, il avait quelque part quand même raison. Et il ne s'est pas trompé, on n'avait pas compris, maintenant on comprend. En s'engageant à œuvrer pour un avenir meilleur, où les espoirs de ses concitoyens se concrétiseront et où la lutte contre la pauvreté deviendra une priorité nationale, il fait une promesse de changement, mais aussi un défi à relever pour l'ensemble du pays. La question de l'audit du fichier électoral continue d'alimenter les plateaux. Le consultant politique a fait comprendre lors du décryptage que les partis de la mouvance sollicités par le cadre de concertation ne sont pas obligés de répondre favorablement. Comment vous allez imposer à des gens qui ne revendiquent rien de venir s'associer à votre opération? Ça n'a aucun sens. Si l'opposition veut auditer et que le gouvernement l'a autorisé, mais que l'opposition ait audité, qu'il aille chercher des experts
qui trouvent le mécanisme, les TDR et qui l'aillent auditer. Personne ne leur a dit non. Pourquoi auditer? C'est logique comme la décision en cours soit contrôlée. Et pourquoi pas faire l'audit? C'est un audit, ce n'est pas un contrôle banal. L'audit met en place un certain nombre d'outils, d'instruments. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on audite. Puisque c'est une autorité administrative indépendante qui audite et qu'est-ce qu'on audite. Donc, c'est le logiciel qu'on audite, c'est l'ANIP elle-même qu'on audite, c'est le personnel de l'ANIP qu'on audite, c'est le mode d'extraction qu'on audite, c'est les algorithmes qu'on audite. On audite quoi? Alors, si c'est le fichier extrait n'est pas géré par l'ANIP. L'ANIP l'extrait et l'envoie. Mais l'ANIP l'extrait sur la base des corrections qui auraient été faites au départ. Donc, si les gens doivent auditer quelque chose, à mon humble avis, c'est la procédure d'affichage dans les communes. Agapite Napoléon Maforican a rappelé que l'opposition ne peut pas intervenir à la Sénat. Le parti aurait dû inscrire cette initiative dans le code en mars dernier. L'opposition est rattrapée par ses propres tergiversations, par ses manœuvres obscures, par ses velléités de blocage et de ruse. Je pense qu'il leur faut revenir à la base de bonne posture. On n'a pas besoin de rallier tout le monde à la cause d'audit. S'ils veulent faire un audit, que le chef d'État leur a dit de donner l'onction. S'ils n'ont pas eu la vigilance de faire inscrire ça dans le code amendé en mars dernier, il leur appartient de faire leur audit selon les trames que le gouvernement leur laissera, selon la latitude qu'ils auront à l'ANIP. Mais ils ne peuvent pas aller intervenir à la Sénat, puisque la Sénat, elle, ne dépend pas du gouvernement. La Sénat est une autorité administrative, est une institution créée par la Constitution. La Sénat n'a pas à recevoir d'injonction du gouvernement. Par contre, l'ANIP peut, en matière donc de gestion de ça. Et puis donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent au niveau de l'ANIP. Le consultant politique a poursuivi ses analyses en dehors de nos frontières en évoquant le sujet de la rupture des accords militaires annoncé par le Tchad à la France qui prend hâte de la résiliation. Pour lui, les nations africaines doivent s'engager à l'action et de manière intelligente. C'est pas trop tôt. C'est les États qui doivent s'engager. La France n'est pas en conflit avec ses anciennes colonies. La France cherche même ailleurs. Macron a un regard sur les reliques coloniales. Mais Macron regarde, au nom des intérêts français, vers le Mozambique, pays lusophone, vers le Nigeria, vers le Ghana, vers l'Afrique du Sud. Voilà, la France gère ses intérêts. Il nous appartient de gérer nos intérêts. Nous devons nous engager à l'action. Et donc, moi, je salue ces pays-là. Et j'espère que d'autres vont suivre de manière intelligente, sans bruit, sans bavardage, sans rhétorique infinie. Nous devons avoir une vision. Et quand tu as une vision, tu as une stratégie pour atteindre la vision. Tu te définis des objectifs et tu déclines les plans. C'est la même chose que gérer un État. C'est ce que Patrice Talon fait depuis qu'il est là. Le Bénin révélé, c'est une vision. On ne peut être indépendant que si nous parlons des langues qui nous unissent à des valeurs. Le français nous unit à quelle valeur? Le français va nous unir à quelle valeur? Mais il faut atteindre le niveau de s'en libérer pour le faire. Il faut travailler pour. Aujourd'hui, je pense qu'on atteint le niveau où les accords de défense peuvent être revus. La France n'est pas contre. Et la France n'est pas contre rien tant que c'est bien planifié au nom des intérêts des États. Mais on n'a pas besoin d'aller en conflit avec la France. On a besoin d'avoir la France comme alliée où nos intérêts majeurs sont défendus. Je pense que c'est cette posture que le Bénin défend actuellement. Il a également abordé d'autres sujets d'actualité tels que la sortie du ministre de l'Intérieur sur la question des bavures policières. Le renversement du gouvernement Barnier suite à la motion de censure soulève beaucoup d'interrogations sur la démocratie française, notamment sur sa viabilité. Un pays souvent cité pour sa gouvernance, comment en est-elle arrivée là? Malgré que l'article 49.3 de la Constitution permet au Premier ministre de passer ses lois par la force, Barnier n'a pas pu faire voter son budget. Selon le consultant politique, Agapite Napoléon Maforican, c'est la conséquence d'un système usé mis en place par Charles de Gaulle. C'est prévu par la Constitution française que l'article 49 alinéa 3, que le Premier ministre à un moment donné, qui n'a pas de majorité, peut passer par la force. Alors, lorsque vous le faites, les groupes parlementaires peuvent déposer une motion de censure. Je veux que cette fois-ci, la France, depuis 3 ans, pratiquement depuis 10 ans, n'a plus vraiment une majorité stable. Et Emmanuel Macron n'a jamais pensé que les deux extrêmes se retrouveront ensemble sur une motion de censure. Je pense qu'il a pensé à tout, sauf à cela, et c'est ce qui est arrivé. À force de jouer au jeu de la politique politicienne, le système de 58 s'est érodé progressivement. Un système qui semblait être un système stable, on n'a pas vu venir depuis 86, où il y a eu la cohabitation. C'est fait que le système mis en place par François et par Charles de Gaulle
a commencé par être perverti à partir du moment où François Mitterrand a accepté de cohabiter avec la droite, Jacques Chirac. Du coup, le système a changé et a continué à s'éroder progressivement. Pour Joël Ataï-Guédégbé, dont le gouvernement Barnier était depuis le début instable, à la quête d'une majorité, il s'est fait influencer par Marine Le Pen. Il est donc temps pour la France d'aller à la table de négociation et enfin se reconstituer en prenant exemple sur les modèles démocratiques voisins. Aujourd'hui, sont rattrapés par cette réalité, par la nécessité de découvrir les vertus de la coalition en matière de gestion du Parlement. Vous ne pouvez plus prétendre, au-delà de l'artifice d'un système électoral qui créait des blocs majoritaires, vous ne pouvez plus prétendre avoir la représentativité à vous tout seul. Donc la France a besoin de modernisation. Ça paraît presque archaïque. La France a eu ce particularisme où on a institué un président de la République qui est un monarque déguisé, et qui est confronté aujourd'hui aux réalités de la démocratie et avec le paravent des valeurs des institutions républicaines. C'est ça les contradictions dans lesquelles la France baigne actuellement. Elle n'arrive pas à gérer les lois de la démocratie et par rapport aux institutions qu'elle met au fronton comme étant les valeurs suprêmes. La France est rattrapée par son passé et troublée par des intérêts politiques. Selon Agapit Napoléon Maforican, il n'est pas évident qu'il y ait encore une majorité stable capable de soutenir le gouvernement Macron. La monarchie a été perturbée parce qu'on l'a mélangée au jeu des intérêts, au jeu des appareils, au Parlement. Non, le président français n'est pas mélangé avec ce qui se passe au Parlement. Il est celui qui est le dernier garant. Donc, aujourd'hui, les parlementaires vont jouer le jeu. Lui, même il est là, il peut remettre Barnier. Rien ne l'interdit. Il est évident aujourd'hui que, même si on fait les élections en juillet prochain, juillet 2025, à 2 ans de la fin, pratiquement du mandat de Macron, il n'y aura pas une majorité ferme. Et Marine Le Pen va perdre de son camp parce qu'elle a érodé. Certains électeurs n'ont pas compris ce qui s'est passé, ne comprendront pas. Donc, ce n'est pas évident qu'elle ait encore la même légitimité. La négociation, voilà ce qui a manqué à Michel Barnier, qui s'est laissé dominer par Marine Le Pen. La France, en voie de perdre sa boussole, ferait mieux de sauver le rang de son pays dans ce monde concurrentiel en se modernisant politiquement, ont conclu les forumistes.